Il existe une organisation que 99% d'entre vous seraient incapables de nommer avec précision, et pourtant, elle dicte la marche du monde et contrôle la politique économique de 190 pays. Imaginez une entité capable de forcer un gouvernement démocratiquement élu à sabrer les retraites, à démanteler les hôpitaux publics, à licencier massivement des enseignants ou à brader ses ressources nationales aux plus offrants. Cette organisation ne possède aucun mandat démocratique, elle ne répond à aucun électorat, mais elle exerce un pouvoir plus tangible sur votre quotidien que votre propre président. Son nom ? Le Fonds monétaire international. Ce que vous allez découvrir sur ces méthodes réelles va vous révolter. Ce qui se joue sous nos yeux n'est pas une simple gestion de crise, c'est le déploiement de bombes financières chirurgicales. Nous sommes au cœur d'une confrontation inévitable, une trajectoire de collision entre les peuples et une technocratie sans visage. C'est le début d'une guerre invisible que la masse ne comprend pas encore, mais dont vous subissez déjà les éclats. Je m'appelle Lily. J'ai passé ces 27 dernières années dans les arcanes de l'intelligence économique, opérant pour des gouvernements, des banques d'affaires américaines et des fonds souverains de premier plan. J'ai vu l'envers du décor, j'ai vu comment les dossiers sont montés, comment les pays sont mis à genoux et comment les richesses sont aspirées vers le haut. J'ai travaillé dans ces zones grises où les décisions ne sont pas prises pour le bien commun, mais pour la survie d'un système financier prédateur. Ce que j'ai vu sur le terrain, dans les pays ayant subi les programmes du FMI, m'a dégoûté de l'architecture financière mondiale. Le FMI n'est pas là pour sauver les économies, il est là pour les dompter, pour extraire leur sève vitale et les maintenir dans un état de dépendance éternelle. C'est du colonialisme financier 2.0, une forme d'impérialisme moderne qui avance masqué derrière le jargon de l'aide internationale. Regardez l'actualité récente, ces faillites bancaires en cascade ou ces sommets internationaux d'urgence. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est l'étincelle d'un conflit bien plus vaste. Quand une banque centrale augmente ses taux de manière agressive à l'autre bout du monde, c'est le signal de départ pour le FMI. Un pays entre en crise, sa monnaie vacille, les capitaux fuient, c'est là que le piège se referme. Historiquement, l'hégémonie s'est toujours construite sur la dette. L'histoire nous prouve que les tensions entre un système souverain et les marchés financiers mènent systématiquement à une rupture brutale. Le FMI a été porté sur les fonds baptismaux en 1944, lors de la conférence de Bretton Woods. Officiellement, il s'agissait de stabiliser les échanges après la guerre. Mais regardez les architectes du projet. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, les puissances impériales dominantes. Pourquoi créeraient-ils un outil pour aider leurs concurrents potentiels ? La réponse est simple, ils ont créé un levier de contrôle. Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut décomposer le mécanisme en 5 phases d'une stratégie asymétrique redoutable. La première phase, c'est l'encerclement par la dette. Un pays en développement traverse une zone de turbulence, le gouvernement n'a plus d'option. Le FMI arrive alors comme le sauveur de dernier recours, mais avec un contrat léonin. L'argent ne sera versé que si le pays accepte des conditions qui sont en réalité des poisons déguisés en remèdes. C'est ce qu'on appelle pudiquement les programmes d'ajustement structurel. La deuxième phase est celle de la dévaluation forcée et de l'érosion monétaire. Le FMI exige que le pays déprécie sa monnaie nationale. Officiellement, c'est pour doper les exportations. Dans les faits, c'est une destruction immédiate de la richesse du peuple. Si votre monnaie perd 50% de sa valeur, tout ce qui est importé, nourriture, médicaments, énergie, coûte 2 fois plus cher instantanément. Votre épargne fond, votre pouvoir d'achat s'évapore et votre pays devient un terrain de jeu bon marché pour les investisseurs étrangers. La troisième phase déclenche l'austérité punitive. On exige au pays d'équilibrer son budget en coupant radicalement dans les dépenses publiques. On réduit les salaires des fonctionnaires, on gèle les budgets de santé, alors même que les créanciers étrangers, eux, continuent d'être payés jusqu'au dernier centime. C'est un transfert net de ressources. On affame la population locale pour garantir les dividendes des banques de New York ou de Londres. Vient ensuite la quatrième phase, le grand pillage des actifs ou la privatisation systématique.
Sous prétexte de réformes économiques, le FMI force le pays à vendre ses bijoux de famille, compagnies d'eau, d'électricité, réseaux de télécommunications, mines de métaux précieux. Ces actifs, bâtis sur des générations avec l'argent des tributaires, sont bradés pour une fraction de leur valeur à des multinationales étrangères. C'est une spoliation légalisée, une extraction de valeur qui ne profite jamais aux citoyens. La cinquième et dernière phase est l'instauration du nouvel ordre de dépendance. On impose la dérégulation totale et l'ouverture des marchés. On élimine les barrières commerciales et les contrôles de capitaux. Résultat, les industries locales, trop fragiles, sont balayées par les géants mondiaux. Le pays devient une colonie économique incapable de produire pour ses propres besoins et condamné à importer tout ce qu'il consomme. Le patient ne guérit jamais, il devient simplement accro à la perfusion du FMI. Les conséquences pour vous, l'individu, sont terrifiantes. D'abord, vous perdez votre souveraineté monétaire. Votre argent ne vous appartient plus vraiment car sa valeur est indexée sur les décisions d'une institution opaque. Ensuite, vous subissez une saisie invisible de vos actifs par l'inflation. Troisièmement, vous faites face à une dégradation de vos services de base, la santé et l'éducation deviennent des produits de luxe. Quatrièmement, vous vivez sous une menace constante de prédation fiscale pour rembourser une dette dont vous n'avez jamais vu la couleur. Enfin, vous êtes piégé dans un système d'endettement perpétuel qui hypothèque l'avenir de vos enfants. Prenons des exemples concrets, car les chiffres ne mentent pas. En Jamaïque, dans les années 80, les prescriptions du FMI ont conduit à une chute de 50% des budgets de santé. Les hôpitaux n'avaient plus de pansements, mais le pays remboursait plus d'intérêts qu'il n'investissait dans sa propre jeunesse. En Argentine, en 2001, le modèle idéal du FMI s'est transformé en cauchemar. Banques fermées, économie dévastée et 50% de la population basculant dans la pauvreté absolue en quelques semaines. En Grèce, l'austérité draconienne a amputé le PIB de 25% et a fait exploser le suicide et la mortalité infantile. Les Grecs ont été sacrifiés sur l'autel du remboursement des banques allemandes et françaises. Ce système est une pompe à richesse. Depuis 1970, l'Afrique subsaharienne a reçu environ 300 milliards de dollars de prêts. Elle en a déjà remboursé 550 milliards. Pourtant, elle doit encore plus de 200 milliards. Comment est-ce possible? C'est la magie des intérêts composés. On rembourse plus que ce qu'on a emprunté, mais la dette continue de croître. C'est un mécanisme d'extraction perpétuelle qui transfère des trillions de dollars du sud global vers le nord global, des exploités vers les exploiteurs. Le colonialisme financier moderne est inscrit dans l'ADN même de l'institution. Au FMI, le vote n'est pas démocratique, il est censitaire. Plus vous payez, plus vous décidez. Les États-Unis possèdent 17% des voix, ce qui leur donne un droit de veto de facto sur toutes les décisions stratégiques. L'Europe et les USA se partagent le gâteau. Le directeur du FMI est toujours européen, le président de la Banque mondiale est toujours américain. Les pays en développement n'ont aucune voix au chapitre. Ils ne dirigent pas, ils obéissent. La dette devient l'arme ultime, plus efficace qu'un porte-avianise, pour dicter la marche à suivre à des nations souveraines. Mais le vent tourne. Mon verdict est clair, le gagnant de ce jeu truqué sera celui qui saura briser ses chaînes. Certains pays ont déjà compris et résistent activement. La Chine a remboursé ses dettes dès les années 80 et a fait exactement le contraire des conseils du FMI. Contrôle des capitaux et protection de ses industries. Résultat, elle est devenue une superpuissance. La Russie de Poutine a soldé ses comptes en 2005 et a repris le contrôle de ses ressources stratégiques. La Bolivie d'Evo Morales a expulsé le FMI en 2007 et a vu sa pauvreté chuter de 60% à 35%. L'Équateur de Rafael Correa a audité sa dette, a déclaré une partie illégitime et a refusé de payer. Dans tous ces cas, le refus de se soumettre a mené à une prospérité retrouvée.
Pour survivre ou profiter de ce chaos, vous devez agir de manière stratégique. Ma première recommandation est la diversification géographique de vos actifs. Ne laissez pas tout votre capital sous une seule juridiction. Deuxièmement, misez sur l'or et les actifs tangibles. Dans un monde de monnaie de singe, seul le concret survit. Troisièmement, assurez votre souveraineté énergétique et alimentaire autant que possible. Quatrièmement, investissez dans des compétences qui ne dépendent pas du système bancaire traditionnel. Enfin, surveillez les flux de capitaux internationaux comme un radar. Là où le FMI arrive, fuyez. Là où les nations résistent, observez les opportunités de croissance réelles. La dette est une arme. Ce n'est pas un accident de parcours, c'est une stratégie délibérée de contrôle. Les institutions internationales ne sont pas neutres, elles sont les bras armés d'un ordre financier qui refuse de mourir. L'austérité n'est pas une solution économique, c'est un outil de transfert de richesse. La souveraineté économique est votre seul rempart contre l'esclavage financier.